Vigilance dans les Hauts-de-France, je vais laisser passer tout de suite. Vous allez nous présenter votre travail pendant 20 minutes et ensuite nous discuterons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la jury, chers familles, chers amis, je vais aujourd'hui vous présenter mon travail qui porte sur l'élaboration d'un outil d'évaluation de la complétude des déclarations de matériaux-vigilance dans les Hauts-de-France et sur l'impact de la sensibilisation des correspondants locaux sur cette complétude. Nous allons tout d'abord commencer par une brève introduction. L'un des objectifs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est d'améliorer la qualité des signalements au compte des destinataires. Notre travail s'intéresse particulièrement à la complétude des déclarations de matériaux-vigilance. On entend par complétude l'exhaustivité des informations contenues dans une déclaration et permettant l'évaluation des incidents de matériaux-vigilance. La matériaux-vigilance a pour objet la surveillance des incidents ou risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux. Elle permet d'éviter que ne se produisent ou ne se reproduisent des incidents ou risques d'incidents mettant en cause des dispositifs. Donc, nous allons dans un premier temps aborder quelques généralités. Les dispositifs médicaux représentent une très large variété de produits qui peuvent aller de simples consommables, tel un masque, une seringue, à des plus gros équipements biomédicaux comme un scanner, un médical, en passant par les implants ou encore des logiciels. Concernant l'organisation du système français de matériaux-vigilance, il y a deux formulaires de déclaration. Donc, on a le formulaire CERFA papier et le portail des signalements qui a été développé par la Direction générale de la santé et qui deviendra à terme le moyen unique de déclaration. Le correspondant local doit en parallèle faire une déclaration au fabricant qui lui signalera l'incident à la l'ANSM grâce à un formulaire de rapport d'incident spécifique. Une fois reçues à la l'ANSM, les déclarations sont enregistrées puis réattribuées à chaque correspondant régional en fonction du lieu de survenue de l'incident. Le correspondant régional détermine la recevabilité, c'est-à-dire si toutes les informations indispensables à l'évaluation du signalement sont renseignées. Puis, il réalise la cotation des incidents. Les signalements sont ensuite réattribués à un évaluateur en charge de la poursuite de l'évaluation des incidents. Après analyse des incidents, les fabricants font un retour d'expertise au correspondant local, qui lui informera les utilisateurs et les tiers en retour. Il existe actuellement peu d'études qui traitent de la complétude des déclarations de matériaux-vigilance. Les correspondants locaux ont souvent des difficultés à obtenir des informations exhaustives sur les incidents et la qualité des déclarations peut être insuffisante. Par ailleurs, il a été montré qu'une sensibilisation des correspondants locaux pouvait améliorer la complétude des déclarations. L'objectif principal de notre travail est d'étudier et d'améliorer le recueil d'informations concernant les incidents de matériaux-vigilance grâce à l'élaboration d'un outil capable d'évaluer la complétude des déclarations. L'objectif secondaire est d'étudier l'impact de la sensibilisation des correspondants locaux sur la complétude des déclarations dans la région Hauts-de-France. Nous allons dans un premier temps réaliser une enquête auprès des correspondants régionaux, auprès des correspondants locaux, afin d'établir un état des lieux du réseau régional de matériaux-vigilance dans les Hauts-de-France. Notre questionnaire est composé de 4 parties. Une première partie administrative concernant l'identité de l'établissement et du correspondant local. Une deuxième partie sur l'activité de l'établissement, une troisième sur les besoins en formation et enfin une dernière sur les projets futurs. Les formations ont ensuite été mises en place depuis le 20 février 2019 à destination des correspondants locaux, de leurs suppléants et des internes en pharmacie. Elles se sont déroulées pendant une demi-journée avec une partie théorique sur les aspects réglementaires et organisationnels et une partie pratique sur la matériaux-vigilance ascendante et descendante, avec un retour d'expérience du CHU de Lille et des cas pratiques. Enfin, la troisième partie de notre matériel de méthode se concentre sur la mise en place d'un outil d'évaluation de la complétude des déclarations de matériaux-vigilance. Notre base de données a été réalisée à partir d'un tableau Excel qui se compose de 6 grandes catégories
elle-même divisée en plusieurs items. Donc il y a 3 catégories qui sont communes, quel que soit le type de dispositif, donc information relative au DM, fabricant et information relative à l'incident. Donc les 3 autres sont spécifiques en fonction du type de dispositif. Donc on distingue 3 grandes familles, les implants, les consommables et les équipements automates et logiciels. Donc en fonction du type de dispositif, les informations attendues ne sont pas les mêmes. Concernant les règles de remplissage, donc le correspondant régional complétait le tableau en indiquant pour chaque item si l'information demandée était renseignée ou non. Nous avons défini plusieurs niveaux d'information. Donc voici un exemple de remplissage pour une déclaration réalisée sur un certain papier concernant un implant. Donc information renseignée, l'information est bien présente sur le formulaire de déclaration. Information trouvée CRMRV, l'information est absente du formulaire, mais le correspondant régional l'a obtenue en contactant le déclarant. Non applicable. Donc, dans le cas particulier des implants, il peut y avoir un numéro de série et un numéro 2. L'information était considérée comme renseignée si au moins l'un des 2 items était complété. Donc on attribue alors la mention renseignée à l'item effectivement renseigné et la mention NA non applicable à l'autre item. Non demandé. Dans le cas du certificat papier, la date d'implantation et la date d'explantation ne sont pas demandées sur les formulaires de déclaration. Et en l'occurrence, elles n'ont pas été renseignées spontanément par le déclarant. Non concerné. Donc pour chaque déclaration, une seule classe de dispositif est concernée. Donc il s'agit ici des implants. Donc les items relatifs aux consommables et aux équipements sont donc non concernés. Inconnu, l'information est manquante, mais le déclarant a précisé dans le champ correspondant qu'il s'agissait d'une information inconnue. Et enfin, information non renseignée, l'information est absente du formulaire de déclaration. Donc pour élaborer notre barème, nous avons défini 3 niveaux de complétude. Les informations essentielles, elles sont indispensables à l'évaluation du signalement, quel que soit le type de dispositif. Les informations importantes, elles ne sont pas indispensables à l'évaluation du signalement, mais elles sont importantes pour permettre le traitement du signalement dans les meilleurs délais. Et enfin, les informations facultatives, elles sont moins importantes, mais elles permettent de compléter un maximum les informations pour donner lieu à l'évaluation du signalement. Donc, concernant le barème de notation, donc on a le barème des implants, des consommables et des équipements. Donc une note est attribuée pour chaque thème selon le type d'information, donc essentiel, important ou facultative, et selon la complétude du nombre d'informations. Information renseignée, information non renseignée, etc. Donc si l'information est renseignée, les informations essentielles avaient une note de 100. Les informations importantes avaient une note divisée d'un facteur 2, soit 50, et les informations facultatives avaient une note divisée d'un facteur 4, soit 25. Les informations non renseignées avaient une note de 0. Les informations trouvées CRMRV avaient une note divisée par 2 comparativement au barème des informations renseignées. Les informations inconnues avaient une note divisée par 4 comparativement au barème des informations renseignées. Les mentions non concernées avaient la note de 0 et les mentions non demandées avaient une note divisée par 8 comparativement au barème des informations renseignées. Et donc la note finale de complétude correspond à la somme des notes attribuées à chaque item. Donc si on reprend l'exemple précédent et qu'on applique le barème des implants, on obtient ce résultat. En additionnant les notes attribuées à chaque item, on obtient la complétude globale, donc qui est égale à 562,5 divisé par le total 825, soit 68,18%. Cette note de complétude globale, elle se divise en 3. Une note pour les informations essentielles, donc qui correspond à la somme des notes attribuées à chaque item essentiel, donc 475, divisé par le total possible essentiel, 600, soit 79,17%. Une note pour les informations importantes, donc qui est égale à 62,5 divisé par 200,
soit 31,25%, et une note pour les informations facultatives, qui est égale à 25 sur 25, soit 100%. Et donc nous avons créé une macro-commande dans Excel pour calculer automatiquement la complétude de chaque déclaration. Pour évaluer la complétude avant-après formation, nous avons recensé l'ensemble des établissements ayant réalisé au moins une déclaration. Nous avons vérifié si le correspondant local a été formé par le correspondant régional, et si oui, nous avons noté la date de formation afin de calculer la complétude avant et après formation. Donc pour notre travail, la période d'études s'est étendue du 1er novembre 2018 au 1er juillet 2020 inclus, soit une période de 20 mois. Donc nous allons à présent passer à la partie résultats et discussions. Donc, en ce qui concerne l'enquête de besoin, 91 questionnaires complétés ont été récupérés sur un taux de participation de 17,8%. 64% des répondants ont déjà assisté à une formation, dont 36% en 2019. Parmi ceux n'ayant jamais assisté à une formation, 82% sont intéressés par de futurs enseignements. Les participants ayant assisté à une formation avant 2019 sont intéressés pour 88% par une formation de mise à jour. Concernant la mise en place des formations, 26 sessions de formation ont eu lieu avec 209 participants représentant 116 établissements de santé, soit 47% des établissements de la région. En revanche, parmi les établissements ayant suivi une formation, 40% n'ont effectué aucune déclaration depuis leur formation. Les correspondants locaux ont probablement moins de temps et de ressources à consacrer à leur activité de matériaux-vigilance dans ces établissements. Je vais à présent vous présenter les résultats de la complétude des déclarations. Le score moyen de la complétude globale était de 93,27%. Pour les informations essentielles, la complétude était de 95,79%, donc ce qui correspond à un score au-dessus de la moyenne globale. Pour les informations importantes, la complétude était de 93,2%, donc un score qui se situe à la limite de la moyenne globale. Et enfin, les informations facultatives avaient une complétude de 69,67%, qui correspond à un score inférieur à la moyenne globale. Donc les déclarants se concentrent davantage sur les informations essentielles. Par ailleurs, nous avons observé une amélioration statistiquement significative des déclarations de 2020 par rapport à 2018, avec une relation linéaire entre la complétude et le cours du temps. Donc la complétude a gagné en moyenne 1,70 points par an. La complétude était statistiquement significativement différente selon le type de dispositif. Donc elle était de 94% pour les consommables, de 88,4% pour les équipements et de 92,8% pour les implants. Donc la complétude était statistiquement significativement plus élevée pour les déclarations réalisées après formation, 94,4%, par rapport aux déclarations réalisées avant formation, 92,2%. Donc il est possible que les correspondants locaux renseignant le mieux leurs déclarations soient aussi ceux qui sont le plus impliqués dans le suivi des formations. Donc afin d'être certain de l'impact réel des formations sur la complétude, un essai randomisé contrôlé devrait être réalisé avec un tirage au sort des établissements qui bénéficieraient d'une formation. La complétude est plus élevée après formation pour chaque item, sauf pour la date de survenue. Donc l'augmentation est plus faible pour les items essentiels qui sont déjà bien renseignés. Donc la complétude, elle a fortement progressé pour la date d'implantation, la date d'exploitation et la date de mise en service. En revanche, il reste encore un travail à faire sur les informations facultatives, avec notamment la date d'expiration, la version logicielle et la date de dernière maintenance, qui ont des difficultés à être renseignées. Concernant l'impact des formations sur le nombre de déclarations, durant la période d'étude de 20 mois, 1138 déclarations ont été envoyées à la NSN. Si on regarde 20 mois avant, soit de mars 2017 à octobre 2018, qui correspond à une période sans correspondant régional,
l'ANSM a reçu 959 déclarations, ce qui correspond à une augmentation du nombre de déclarations de 19% entre les deux périodes. Le nombre de déclarations réalisées sur le portail des signalements a également augmenté après formation, puisqu'il est passé de 10,8 à 23,5%, soit une augmentation de 12,7 points. Le portail deviendra à terme le seul canal de déclaration, donc il faut continuer à sensibiliser les correspondants locaux afin qu'ils le privilégient. Malheureusement, il reste encore beaucoup de points à améliorer pour que celui-ci soit optimal. Les professionnels de santé le trouvent notamment plus fastidieux à remplir avec des champs répétitifs. Concernant les perspectives, il serait intéressant de perfectionner notre outil afin qu'il puisse être utilisable et consultable par tous les correspondants régionaux. Un groupe constitué d'experts en matériaux-vigilance et de différents correspondants régionaux pourrait travailler à l'amélioration du barème et des critères à intégrer dans l'évaluation de la complétude. Donc, pour conclure, la matériaux-vigilance est un système en constante évolution avec près de 30 ans d'existence qui nécessite une amélioration continue de la qualité de déclaration. Un échelon régional a été mis en place et a permis de renforcer l'activité de matériaux-vigilance. Donc, ce travail a permis, à travers l'élaboration d'un outil, d'évaluer la complétude des déclarations de matériaux-vigilance dans les Hauts-de-France et de montrer une amélioration de cette complétude à la suite des formations dispensées par le correspondant régional. Notre outil reste cependant à perfectionner afin qu'il puisse être utilisé plus largement au niveau national par tous les correspondants régionaux de France. Je vous remercie de votre attention. Bien, alors avant d'entamer la discussion avec les membres du jury, il est de coutume de présenter les gens qui le composent. Je vais commencer par accueillir monsieur le professeur Jean-Marc Chinon, qui est pharmacien, praticien, professeur d'université, praticien hospitalier en pharmacologie clinique au CHU à l'université d'Amiens. Merci beaucoup Jean-Marc de vous faire le plaisir de passer un après-midi ensoleillé à Lille. Sur des sujets pas monothématiques, mais quand même très orientés. J'accueille également avec plaisir le Dr Thomas Boncourt, qui est donc pharmacien praticien hospitalier, qui a commencé sa carrière à Lille, qui nous expliquera dans quel contexte, puisqu'il connaît bien la matériaux-vigilance, qui est maintenant praticien hospitalier au centre hospitalier de Rambouillet. Merci beaucoup Thomas d'avoir également fait le déplacement pour cette occasion. Et puis je vais également accueillir votre directrice de thèse, Mme le Dr Daniela Romont, qui est pharmacien, qui est la correspondante régionale de matériaux-vigilance pour la région Hauts-de-France. Merci beaucoup Daniela d'avoir encadré ce travail. Et nous allons sans doute avoir beaucoup de choses à partager autour de votre travail. Et je vais commencer par donner la parole au professeur Chinon. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, j'ai vu votre travail avec intérêt. Donc, le travail très bien écrit, très bien présenté. Votre présentation est également très très bien. C'est vrai que je connais un petit peu, j'ai surtout été pharmacovigilance au début à l'hôpital. Maintenant, je suis vigilant des essais cliniques, qui fait qu'on s'intéresse finalement à toutes les vigilances et du coup également au DM. Alors, c'est une vigilance un peu particulière. Votre diapo sur l'organisation, c'est très différent de la pharmacovigilance. Surtout, ce qui est un peu bizarre, c'est que finalement, ça monte, si bien compris, du correspondant local, ça va à l'ANSM, la déclaration, qui le renvoie au correspondant régional. En fait, à l'ANSM, une fois que c'est envoyé à l'ANSM,
Donc ils font tout ce qui est priorisation des déclarations en fonction de la gravité de l'incident. Et après, en fait, c'est saisi dans la base de données de la NSM par des opérateurs où ils renseignent toutes les informations sur les déclarations, le lieu de survenue d'incident, l'établissement déclarant. Toutes les informations en fait, qui sont sur la déclaration sont retransmises sur la base de données. Et après, en fonction de ça, c'est renvoyé automatiquement à l'aide d'un script vers le correspondant régional qui est en charge de la région en fait. Moi, je ne sais pas ce que vous attendez à ce qu'on parle du local, qu'on monte vers le régional, qui après aurait remonté à la NSM. Ah oui, ouais. C'est vrai. Oui, ça fait du coup une étape en plus pour. Comme c'est la musique de la formation. Oui, c'est vrai. Donc c'est ça qui paraît un peu sur l'organisation. Après les DM, c'est un peu plus compliqué, alors peut-être du coup c'est peut-être spécifique à rien, même là où j'ai fait mes études à Nancy. En fait, on en parle un petit peu, mais on en parle relativement peu dans les études d'information initiale de pharmacie, des DM, ce qui fait que c'est quelque chose qui est un peu plus lointain. Il y a, vous l'avez dit, il y a différents types de DM, il y a les matériels, il y a tous les petites aides de chirurgie, enfin il y a tout un tas très différents, avec finalement il y a une classification qui est parfois donc, type, etc., mais on connaît moins bien, et en plus les règles ne sont pas les mêmes en fonction du DM, de ce qu'il faut déclarer ou pas, ça complique encore plus. C'est pas étonnant finalement que ce soit un petit peu compliqué dans la complétude des déclarations. Donc qu'est-ce qui fait la déclaration à la base? C'est le correspondant local ou c'est celui qui... En fait, dès qu'il y a un incident dans un établissement avec un dispositif médical, la personne qui est témoin de cet incident doit faire la déclaration au correspondant local de matériel-vigilance. Il faut à chaque fois que ça passe par le correspondant local du matériel-vigilance. Et le correspondant local, il complète ou il envoie directement à l'NSM? Il va analyser la déclaration, il va regarder s'il manque des informations et si besoin, il va contacter le déclarant pour avoir plus d'informations et avoir la déclaration la plus exhaustive possible. Et une fois qu'il a toutes ces informations, il fait la déclaration au correspondant régional. Et du coup, un gros problème de pharmacovigilance, c'est la sous-déclaration. Oui. Est-ce qu'on a le même problème avec la matériaux-vigilance? En matériaux-vigilance aussi, en fait, le problème, c'est que pour faire une déclaration, souvent, ça prend beaucoup de temps, le temps de récupérer toutes les informations. Et donc, il y a des établissements qui préfèrent ne pas déclarer, qui préfèrent ne pas déclarer l'incident au correspondant local. Donc en matériaux-vigilance, il y a aussi une sous-déclaration. On a quand même remarqué que le fait qu'il y ait le correspondant régional qui forme les correspondants locaux, ça fait quand même augmenter le nombre de déclarations. Et donc ces journées régionales de matériaux-vigilance, c'est quoi? C'est organisé Normalement, c'est organisé une fois par an. Après, là, avec le Covid, il y a eu un petit peu de perturbation. Où tous les correspondants locaux, les suppléants, les internes, tout le monde est invité. Donc sur une journée, il y a par exemple une matinée où ce sera plus des présentations générales sur la matériaux-vigilance, sur la réglementation. Et l'après-midi, ce sera plus des ateliers, des cas pratiques où on peut choisir les correspondants de réactovigilance iront plutôt sur des ateliers qui concernent la réactovigilance et ceux de matériaux-vigilance iront plus sur les ateliers qui concernent la matériaux-vigilance. Cette année, on va faire une demi-journée spécifique pour les pompes à perfusion, donc vraiment ciblée. Et après une semaine, la semaine du 15 novembre, ça va être des visioconférences tous les jours de 9h à 10h pour la matériaux et de 16 à 17 pour la réactivité. On essaie de s'adapter au contexte. Et c'est région de France ou C'est région de France, toute la région de France est invitée. Tout le monde reçoit une invitation plusieurs mois à l'avance et tout le monde est invité. Enfin, par ailleurs, vous dites qu'il y avait les scores de complétude que vous citez, par exemple, les 93,27%, enfin,
c'est bien, c'est pas bien, le chiffre maximal aurait dû être 100%, je suppose, mais 93,25%. 93, c'est plutôt un bon chiffre, Pas mal. quand même. Après, on voit que pour les informations facultatives, si on regarde en détail facultatives importants et essentiels, on voit que le score pour les informations facultatives est quand même plus inférieur. En fait, pour les informations qui sont demandées dans le cas des équipements, elles sont plus compliquées à obtenir de la part des déclarants. Donc, il faut contacter à chaque fois l'ingénieur biomédical pour avoir des informations sur la version logicielle, la date de dernière maintenance, etc. Et du coup, souvent, on a du mal à avoir l'information et donc le champ il reste libre, et ce qui explique le score un peu plus. De toute façon, si on est qualitatif, on n'encourage pas non plus à... Oui, voilà, elles sont moins importantes, mais c'est quand même bien de les avoir. Si on pouvait avoir toutes les informations, c'est quand même ça. Et après, donc là, il y a tout le papier, donc ça c'est toujours un peu payé, donc ça va passer automatiquement par le portail. Oui, voilà, c'est ça. Mais ce sera possible, ce portail, de bloquer, par exemple, si après c'est pas très gênant, parce que du coup ça fait une déclaration, mais si on n'a pas l'information, on ne peut pas... En fait, pour l'instant, il y a certains champs qui sont obligatoires, mais pas tous les champs importants, malheureusement. Et du coup, il faudrait que, après, il faut voir avec la NSM ou avec ceux qui gèrent le portail pour qu'ils puissent rendre certains champs bloquants, notamment toutes les informations essentielles, pour donner un peu plus d'indications sur comment il faut remplir. Et si après, je pense qu'il faut être prudent parce que si ça bloque trop... Oui, c'est ça. Il ne faut pas non plus que... C'est le problème de la pharmacovigilance. Ouais. Ou alors qu'on puisse cocher, même si on ne remplit pas, qu'on puisse cocher une case pour dire qu'on n'a pas l'information, mais qu'on a vu qu'il le fallait. Bon, écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Encore une fois, félicitations pour le travail que vous avez réalisé qui a été très très intéressant. Votre présentation orale et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, Jean-Marc. Passer la parole au docteur Bancourt. Tout d'abord, je tiens à te remercier à la fois pour m'avoir sollicité avec Daniela pour être membre de ton jury, également pour te dire que j'ai lu avec curiosité et attrait ton travail de thèse sur la matériovigilance, un domaine qui m'a été familier, étant donné que j'avais été le correspondant régional de matériovigilance dans les Hauts-de-France à son initiation, de décembre 2014 jusqu'à avril 2017, donc pendant 2 ans et demi, où j'avais initié la mise en place de cet échelon régional qui a été ensuite repris par Daniela. Ta thèse, en la lisant, m'a permis de constater une nouveauté, notamment celle du fameux décret sur les vigilances sanitaires qui va pouvoir pérenniser l'échelon régional de matériovigilance. C'est une bonne chose parce que c'est toujours appréciable de voir qu'on a initié la mise en place d'un échelon régional où la région Hauts-de-France avait été pionnière. Test et de voir finalement que ça aboutit sur une pérennisation de l'échelon régional qui également, ce décret permet également d'intégrer directement la même matériovigilance au sein des autres vigilances sanitaires en réseau. J'ai beaucoup apprécié la manière dont la thèse a été décomposée, la méthode et les résultats, donc état des lieux des besoins, sensibilisation et puis le cœur de ta thèse d'outils. Par rapport à l'enquête sur le recensement des besoins, donc tu avais un résultat à 75% donc des correspondants locaux qui, page 49 tu en parles, qui avaient évoqué qu'ils avaient un manque de temps et de ressources. C'est vrai que moi à l'époque j'avais également fait cette enquête et j'étais tombé toujours sur les mêmes problématiques. Et c'est vrai que désormais je suis correspondant local de matériovigilance. Donc j'ai quitté le régional pour le local et où je suis dans une l'hôpital en ligne, mais également dans une petite structure. Et c'est vrai que dans la petite structure, c'est un problème qui revient souvent, notamment parce que je travaille seul, sans ingénieur biomédicaux. Et c'est vrai que quand il y a des incidents de matériovigilance sur des dispositifs médicaux, alors pas stériles parce que le pharmacien a la compétence pour gérer les dispositifs médicaux stériles, mais quand on est sur du biomédical, c'est vrai que c'est toujours compliqué à gérer parce que forcément il n'y a pas d'ingénieur biomédical, donc c'est des problèmes sur des couches sereins, des aérosols, sur des ECG, je fais la gueule parce que du coup je dois lire toute la notice. Mais c'est vrai qu'à grâce au GHT à ce jour, on peut maintenant bénéficier de l'expérience d'autres
biomédicaux qui sont sur des grosses structures. Donc ça pour dire que l'échelon régional est très intéressant parce qu'il permet vraiment de mettre en contact les correspondants locaux entre eux. Au niveau du taux de participation de l'enquête, 17,8%, donc c'est un faible score, mais souvent dans les enquêtes, il y a souvent un faible score. D'autant que cette enquête, je l'avais également fait en 2015, donc peut-être que le fait de la refaire et moins d'adhésion. J'aurais été curieux de connaître les raisons de la non-participation des personnes qui n'avaient pas répondu, donc c'est-à-dire 82% de non-retour. Est-ce que c'était des problèmes de réception de messages ou les correspondants n'avaient pas reçu l'information? Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que les échelons locaux, ça veut dire qu'ils ne sont pas convaincus de l'échelon régional? Enfin, c'est juste, j'aurais été curieux de connaître les raisons de la non-participation. Au niveau de la sensibilisation, je suis surpris. C'est bien de voir qu'il y a eu 26 séances de formation en à peine 1 an et demi. Donc bravo Daniela et Johanna d'avoir repris. C'est vrai que moi, il y a 3 ans, j'avais fait également pas mal de séances. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment, si on comptabilise le nombre de sensibilisations que j'ai faites plus celle de Daniela, on peut vraiment dire que l'échelon local est bien formé. En ce qui concerne le cœur de ta thèse, donc la création d'outils d'évaluation de la complétude, j'ai beaucoup apprécié la manière dont le travail a été construit, la grille a été construite, qui est très exhaustive, qui prend en compte le type de dispositif médical, qui prend en compte le barème de notation, le niveau de complétude, tous les cas particuliers. Et c'est vrai que l'annexe D de ta thèse que tu as repris et bien avec le système des couleurs, c'est vraiment parfait. J'ai constaté que tu as comparé ton travail avec un de mes anciens travaux que j'avais fait à l'époque. Alors c'était marrant parce que toi tu as eu un taux de complétude à 93%, moi j'avais eu un taux de complétude en 2015 à 53%, donc j'explique cette différence. Parce que pour moi, j'avais déjà fait ce travail de sensibilisation, donc forcément, avec le temps, j'ose espérer que l'échelon local a mémorisé les informations qui leur avaient été transmises, donc qui pourraient expliquer ce taux supérieur. Et également, comme tu le soulignes très bien dans la thèse, ma méthodologie était binaire, c'est-à-dire que si je constatais qu'il y avait une information essentielle qui manquait, je considérais la déclaration comme non recevable. Voilà. Donc forcément, le taux ne peut être qu'inférieur au tien. Et j'avais pris également en compte que la référence commerciale du dispositif médical et pas le libellé commercial et la dénomination commune. Dommage qu'il n'y ait pas eu la prise en compte de la lettre de l'art décisionnel, parce que ça aurait été intéressant pour la criticité. Néanmoins, tu en parles dans ta discussion, donc c'est très bien. J'aurais été curieux de savoir si les correspondants locaux remplissent cet élément, parce que lorsque je faisais les formations, notamment dans les petites structures, j'étais très étonné que les correspondants locaux n'avaient pas du tout connaissance de l'algorithme pour déclarer avec les lettres. Donc j'étais étonné, parce que c'est vrai que dans les grosses structures, on connaît, et pas dans les petites. Je me questionnais si le correspondant régional revenait souvent vers l'échelon local ou pas. Très régulièrement, d'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est une plus-value, finalement, du correspondant régional. Le taux de complétude est très bon, 93%. On peut considérer que tout l'échelon local dans les Hauts-de-France est bien formé. À mon sens, et c'est mon avis, je pense qu'on peut considérer que la formation est acquise. Maintenant, dans les prochaines perspectives de l'échelon régional, c'est vraiment de cibler sur d'autres thématiques. Notamment, je pense, pour renforcer le bon usage du dispositif médical, parce que beaucoup trop souvent, on parle de matériaux-vigilance, alors que très souvent, le problème vient d'un mésusage. Je pense notamment à la perfusion, entre autres. Donc ça, c'est vrai que quand je vois tous les travaux qui ont été faits par les différents échelons régionaux, avec aussi bien les journées régionales et également les journaux et les flashs sensibilisation, ça intègre toute cette partie de bon usage, donc je trouve que c'est très intéressant. Alors c'est vrai que si on compare par rapport à la pharmacovigilance, la matériaux-vigilance a un peu plus de retard, mais j'ose espérer qu'elle suive le même tracé. Voilà, exactement.
Et attention aussi, parce que c'est vrai que la cotation prend énormément de temps pour le correspondant régional, et il ne faut pas perdre de vue qu'une des missions du correspondant régional, c'est l'animation du réseau, de faire vivre le réseau, et que le travail ne se limite pas juste à une délocalisation de l'activité de l'ANSM, parce que c'est vrai qu'on perdrait. Donc moi, ma question, elle est... Bon, c'est vrai que j'ai peu de questions sur la thèse en soi, parce que c'est quelque chose que j'ai bien connu. C'est une question en lien avec ta thèse, également personnelle. Étant donné que tu as eu un aperçu de la matériovigilance au sein de la NSM et en transversalité, est-ce que pour toi, les missions du correspondant régional matériovigilance seraient des missions qui t'intéresseraient à exercer au quotidien, ou est-ce que tu préférais plus être dans le cœur de ton métier en tant que pharmacien spécialiste? Tu peux répondre en toute transparence. En toute transparence, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une réponse. Voilà. Non, j'ai fait un an en matériovigilance pour faire ma thèse et pour mon internat. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de matériovigilance tout au long de mes stages. Donc c'est quelque chose que j'ai bien aimé, vraiment. Après, de là, être correspondant régional et de faire que ça, je pense pas. Je pense que ce qui est plus intéressant dans la partie du correspondant régional, c'est plus, comme dit, animer le réseau, former les correspondants locaux. Après, les cotations, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est pas la partie la plus intéressante, selon moi, du travail. Après, j'ai bien aimé matériovigilance correspondant local. Au niveau local, d'accord. Voilà. Ce serait mieux. Voilà. D'accord. Pour finir, je te remercie encore pour ton travail et je te souhaite plein de choses à tout niveau, tant au niveau professionnel que personnel. Merci. Johanna, donc tu as démarré ce travail pratiquement en même temps que mon arrivée à ce poste régional. Et juste pour donner donc, le contexte qui a déjà un petit peu été discuté, donc moi quand je suis arrivée à ce poste, ma mission principale, même si ce n'était pas la seule, c'était d'analyser les déclarations de matériovigilance au niveau régional, ce que Thomas a appelé tout à l'heure les cotations. Donc je me suis très vite aperçue qu'on ne disposait d'aucun outil pour pouvoir évaluer et suivre cette traçabilité des indicateurs de ces incidents. Donc Johanna, tu es arrivée quelques temps après. Donc moi, ça a été un petit peu, je t'ai proposé ce sujet, c'était vraiment quelque chose qui était pour moi, voilà, ça tombait sous le sens. Donc on a démarré ce travail ensemble. Et même si je pense qu'on n'avait pas à mesurer l'ampleur du sujet et du travail, mais en tout cas, je pense sincèrement que tu as pu grandir ces 2 années où on a pu le faire ensemble, professionnellement comme aussi personnellement. Donc ce travail a été complexe et laborieux, mais tu as su faire preuve de persévérance et malgré toi de patience. J'ai essayé de te transmettre mes valeurs de rigueur et de précision, parfois un peu trop. Donc en retour, tu as toujours été sincère et transparente. Je dirais même que tu as appris à m'écouter, même si ça n'a pas été toujours facile. On est parti de rien et on a réussi à créer un outil de travail qui a fait ses preuves et qui donne aujourd'hui un sens à la sensibilisation des professionnels de santé à la matériovigilance. Je garderai toujours le souvenir de nos nombreuses soirées autour de ce barème et des marins. Malgré les hauts et les bas, je suis tout à fait consciente que je t'ai toujours placé la barre haut parce que je savais que tu en étais capable. La preuve en est aujourd'hui. Tu clôtures ces longues années d'études avec brio. Et j'en suis fière. Tu as su relever le défi et ce travail est à la hauteur de mes attentes. Je me permets de citer la directrice du pôle surveillance de la NSM qui a validé ton travail. C'est vraiment un très beau travail. Félicitations. Encore désolée pour notre délai de relecture. Ça, je suis obligée de le mettre puisque c'est un peu ce qui nous a freiné dans la finalisation de ce travail. Donc, je te félicite
Je sais que tu as des beaux projets pour la suite, un bel avenir, avec tout le bagage que tu as acquis au fil de ces années. Merci pour ton implication pour ce travail qui a permis l'amélioration de la qualité de la traçabilité et du suivi des incidents de matériaux-vigilance. Merci. Merci beaucoup. Premier encadrement, la barre était haute aussi, relecture par la NSM. Bon, merci beaucoup les uns les autres pour vos commentaires sur ce travail. Je vous remercier à mon tour pour ce que vous avez fourni comme travail. C'est vrai qu'on a attendu un petit peu de pouvoir vous faire soutenir, mais bon, on a un peu tous été pris par cette histoire virale depuis 2 ans bientôt. Ce travail qui effectivement, alors le dispositif médical est un monde que je connais mais que je ne pratique pas au quotidien, mais c'est un mémoire qui se lit très bien. La présentation orale était également de bonne qualité, donc j'imagine que pour les gens dans l'Assemblée peut-être qui ne sont pas tous familiers par ce sujet, je pense qu'il est relativement facile de comprendre ce qui vous a occupé pendant ces quelques mois. Alors les vigilances sanitaires, c'est un très gros sujet, de jour en jour ça grossit, c'est un gros sujet de santé publique. Alors, que sont les vigilances sanitaires? On a déjà un peu parlé de la pharmacovigilance, pour que tous les gens dans l'Assemblée se rendent compte de ce que c'est, ça peut aboutir à des arrêts de commercialisation. Le Influorex, le Mediator, on a vu la pharmacovigilance sur les vaccins anti-Covid. Alors, je cite la pharmacovigilance volontairement parce que c'est plus connu du grand public. Mais pour la matériovigilance, les prothèses mammaires PIP, ça a occupé aussi pas mal de monde sur le terrain, mais c'était un petit peu moins connu à l'époque. Et pourtant, la matériovigilance existait déjà. Et donc, toutes ces affaires-là qui arrivent dans la presse, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Sauf que, contrairement à un iceberg, c'est vraiment un tout petit pourcentage par rapport au reste que les gens ignorent. C'est vrai que ça occupe beaucoup de monde, mais pas que les pharmaciens. Vous citez les ingénieurs biomédicaux, parce que le dispositif médical, effectivement, c'est un monde extrêmement hétérogène en termes de produits de santé. Alors, était-il important de construire ce réseau de matériaux-vigilance? Oui, parce que globalement, ça a été bien redit. D'abord, il fallait un petit peu normaliser certaines choses qui pouvaient être un petit peu trop hétérogènes. Et puis, le gros avantage, c'est que l'ouverture du réseau régional effectivement permet de partager les compétences, parce que le dispositif médical, donc ça a été rappelé, en français, la fusion de pharmaciens peut encore savoir des choses, mais quand il s'agit d'un scanner ou de quelque chose de très très médical, pour le coup, ce n'est pas le travail. Et pourtant, quand on est le seul à devoir le faire, il faut le faire. Alors, ça a été un travail très long, parce que ça a été commencé il y a longtemps, facile, structuration. Donc il fallait structurer au niveau local, il fallait structurer au niveau régional. La région Hauts-de-France, c'était déjà avant une grosse région. Pour le coup, quand il faut faire un réseau régional, on se rend compte de la grosseur de la région, quand il faut se mettre au travail. L'élaboration de l'outil de déclaration, et arrive en second temps l'élaboration d'un outil pour évaluer la qualité de la déclaration, puisqu'en fait on peut déclarer plein de choses, mais si c'est mal déclaré, on n'en fait rien. Et donc en termes de santé publique, du coup, ça coupe un peu l'arbre sous le pied au système. C'est-à-dire que la NSM doit prendre des décisions, mais quand elle n'a pas les informations, on ne peut pas arrêter une commercialisation comme ça sous le prétexte qu'on a beaucoup de déclarations. S'il n'y a pas objectivement des véritables fréquences d'erreurs qui sont rapportées, ensuite qu'on puisse grader, une redescente, une modification d'un produit de santé, d'un dispositif médical, d'un arrêt encore de commercialisation définitif, une décision se prend quand même sur des bases objectives. Et donc c'est pour ça qu'il est important, que a rappelé la pharmacovigilance Jean-Marc, les gens qui font la pharmacovigilance se cassent le nez toute la journée sur des déclarations incomplètes. Alors évidemment, il n'y a pas de raison que les matériaux vigilants n'aient pas le même problème. Alors moi, je vais vous poser une petite question, parce que page 32, vous dites qu'il y a une gradation des incidents avec différents grades, des grades d'importance diverses, mineurs, majeurs, etc. Est-ce qu'à un moment donné, quand il y a une hyperfréquence de grades mineurs, ça peut basculer en signal un peu plus important? Est-ce que c'est prévu dans votre système? Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe à la NSM, mais je sais qu'il y a l'évaluation spécifique, l'évaluation globale,
où en fait ils font des statistiques, ils font pas vraiment une investigation poussée sur l'incident, ils font des statistiques et si après l'incident apparaît plusieurs fois, ça peut monter d'un grade. Après, je ne sais pas si exactement. C'est une histoire de gestion des risques en fait. Hein. C'est une histoire d'intensité du risque et de la fréquence d'occurrence. Ok, donc bon, l'objectif est très clairement posé. Alors dans le matériel et méthodes, je me suis demandé, étant donné l'hétérogénéité du monde du dispositif médical et du nombre de fabricants en fonction du type de système, est-ce que la classification des DR était intégrée au CADIMED, etc. Parce qu'en termes de normalisation, il n'existait quand même pas grand-chose. Cette classification est sans doute perfectible, mais elle mérite au moins d'exister. Alors est-ce que ça fait partie de la discussion? Au tout début, on avait prévu d'inclure la classe des dispositifs médicaux et la classification pour voir si ça influe sur la complétude. Donc on avait commencé à le faire, puis après il y a eu toutes les histoires, est-ce que c'est CADIMED, est-ce que c'est le CND, et du coup c'était encore à l'époque en Italie. Et puis voilà, c'est ça. Et puis il y a eu aussi l'histoire du nouveau règlement qui a changé les classes des dispositifs. Et du coup, on a abandonné l'idée parce que le travail qu'on allait faire, ça allait modifier au bout d'un an, c'était plus pareil. Et du coup, on a préféré pas l'intégrer tout de suite. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être intégré quand même à court terme. Parce que derrière, il peut y avoir des changements de normes. Puisqu'il peut y avoir 20 fabricants d'un même objet, mais si tout le monde produit quelque chose ou un problème qui mérite un changement de norme, du coup, c'est un échelon quand même supérieur. Et du coup, il sera intéressant de penser. C'est vrai qu'en fait, au départ, le travail de Johanna, c'était au-delà de la complétude, elle faisait aussi toute la partie gravité, détectabilité, pour voir est-ce que c'est vraiment pertinent les déclarations, et puis les dispositifs médicaux, lesquels ils reviennent le plus souvent, les conséquences sur les patients, les dysfonctionnements. On a commencé à faire des corrélations, on s'est dit, si on part sur tout ça, la thèse, elle va faire... Donc on s'est restreint sur la complétude, mais tout le reste du travail était fait. D'accord. Donc ce restaurant a analysé d'autres thèses. Jamais eu 102, jamais 203. Surtout que la première est pas mal. Qui est-ce qui a déterminé le barème de la notation d'être autant discriminant avec les échelles de 25 c'est nous, en fait, au tout début, quand Madame faisait la complétude des déclarations, au tout début, c'était un barème incomplet, complet. Et puis après, en discutant avec le professeur Chazard, le biostatisticien qui nous a fait l'analyse statistique, il nous a conseillé de partir sur une notation. Et du coup, après, on a réfléchi ensemble. On a essayé vraiment beaucoup de barèmes. Est-ce qu'on met les mêmes notes en fonction des dispositifs? Et puis finalement, on a préféré partir sur ça et de vraiment avoir des cas particuliers pour être le plus précis dans notre notation. Parce que si on enlève tous les noms demandés, les inconnus, les non concernés, etc., ça pénalise les déclarants alors que ce n'est pas de leur faute si l'information n'est pas demandée dans le formulaire. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de voir toutes ces possibilités et d'être le plus précis possible. Après, du coup, ça a pu engendrer quelques biais, mais ça, il faudrait voir pour les éliminer. Moi, je pense que c'est une très bonne idée de mettre autant d'écart entre deux grades, en fait, parce que ça permet d'être très franchement discriminant sur quelque chose qui est très bien rempli par rapport à quelque chose qui est discutable. Du coup, l'idée de pas faire juste du 1, 2, 3, 4, au bout d'un moment, en termes de moyenne, on finit par confondre les choses, donc ça fait complètement. Bon, alors les résultats, c'est dans la logique des choses, on forme les gens pour avoir une action, alors, pour le coup, vous avez le résultat. En termes de perspective, puis après je vais devoir m'arrêter quand même, est-ce qu'on va vers une harmonisation au niveau national de la cotation? Est-ce que vous l'avez fait à l'échelon régional, mais est-ce que du coup les régions qui ont des correspondants régionaux fonctionnent comme vous? Voilà, c'est ça. Pour l'instant, chaque correspondant régional fait comme il veut. Il y en a qui ne le font pas, sinon ils font complet, incomplet. Et le but après de la thèse, c'est de pouvoir que ce soit utilisé par tous les correspondants régionaux. Il faudrait leur présenter et voir comment
ça peut se faire. Un des bons moyens, c'est de faire redescendre le système par la NSM. Oui, oui, Parce que si la NSM trouve votre outil utile, elle peut finir par l'imposer. C'était aussi le but de pouvoir faire un télétravail. Et c'est vrai que la NSM, au départ, ils nous ont donné ce tableau en disant qu'on va être complet, pas complet. Moi, au bout de 3 déclarations, je me suis dit, mais ça sert à quoi? On n'en fait rien, à part me prendre 10 minutes de plus. Et donc, c'est pour ça que l'outil, il a tout son sens dans le travail. Tout à fait. Est-ce que vous avez un retour des fabricants sur ce... Les fabricants, on les a pas du tout intégrés. On fait aussi. Non, mais ils sont au courant de la déclaration. Oui, voilà. Quand Daniela fait sa complétude, elle fait la complétude des déclarations aussi pour les fabricants. Après, nous, on a décidé de ne pas l'inclure dans notre travail parce que les fabricants, ils ne sont pas formés ils n'ont pas reçu les formations par Daniela et du coup, les résultats auraient été faussés. Quand un fabricant fait une déclaration, souvent, ça peut être à partir d'une déclaration réalisée par le correspondant local, mais parfois ils font les déclarations sans passer par le correspondant local et c'est eux qui remplissent la déclaration en fonction de ce qu'ils ont entendu quand ils étaient au blog ou je sais pas. Et du coup, s'ils ont des informations. Bon, écoutez, votre travail démontre l'importance quand même du rôle du pharmacien dans son rôle de déclarant et après dans son rôle d'analyse. Effectivement, dans un déroulé de carrière, il est peut-être un petit peu plus intéressant d'être correspondant local au début de carrière, puis ensuite de passer à l'échelon un peu régional, surtout quand on a éprouvé le système de la déclaration, d'avoir de la compétence sur plein de dispositifs médicaux différents, etc. etc. Et ensuite, ça va se développer en fonction des besoins, de structurer le réseau, et à mon avis, encore un petit peu de travail là-dessus, pas dans les Hauts-de-France spécifiquement, mais au niveau de toutes les régions. Du coup, il y a quand même encore une bonne évolution de la météorovigilance qui est en attente dans le pays, donc c'est très bien, et ça va vers mieux, même si effectivement les déclarants ont l'impression qu'il y a toujours plus d'informations, parce qu'on a l'impression qu'on en fait des choses, ça part dans une boîte noire, et puis peu importe. Ce qui est très important, et les pharmacovigilants le savent très bien, c'est quand il y a une déclaration, il faut toujours faire un retour au déclarant, de savoir, de l'informer de ce qui s'est passé. C'est aussi une perte de motivation pour les gens qui déclarent. On leur demande des informations, puis après on n'a plus d'informations, on leur renvoie plus de nouvelles. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut instituer aussi et entretenir. Ça demande aussi beaucoup de travail pour les correspondants. En tout cas, bravo pour votre travail. J'ai feuilleté un petit peu le dossier en mode de la lecture, donc jeudi. J'ai vu que vous étiez une étudiante qui nous venait de Strasbourg. C'est ça, Strasbourg. Bon, une belle région aussi, Strasbourg. Je vois que vous avez fait des belles études, qui se terminent très bien. Donc, je vous souhaite tous mes vœux pour votre carrière professionnelle et également pour votre vie aussi. Le jury va se retirer pour délibérer. Suite à sa délibération, le jury a décidé de vous octroyer le diplôme d'état de docteur en pharmacie, de vous donner votre diplôme d'études spécialisées en lui attribuant la plus haute mention, et la mention très bien, en vous proposant à la fac votre travail pour un éventuel prix de thèse, donc il fera partie d'une sélection l'année prochaine. Et pour pouvoir finir vos études, vous avez encore un dernier travail. Vous allez regarder l'Assemblée, lever la main droite et prêter serment, s'il vous plaît. En présence des maîtres de la faculté, je fais le serment d'honorer ceux qui m'ont instruite dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle aux principes qui m'ont été enseignés et d'actualiser mes connaissances. D'exercer, dans l'intérêt de la santé publique, ma profession avec conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de déontologie, de l'honneur, de la probité et du désintéressement. De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers la personne humaine et sa dignité. En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes criminels. De ne dévoiler à personne les secrets qui m'ont été confiés ou dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de ma profession. De faire preuve de loyauté et de solidarité envers mes collègues pharmaciens.
de coopérer avec les autres professionnels de santé. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couverte d'opprobre et méprisée de mes confrères si j'y manque. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, that you came to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee.